La société ne valorise pas la vérité, elle valorise la coopération. Et la coopération s'achète par la manipulation. La morale, les règles sociales, la bonne éducation sont en grande partie un manuel sophistiqué d'obéissance. L'individu qui ne peut être manipulé n'est pas un saint, c'est une erreur du système. Et le système est programmé pour attaquer et isoler les erreurs. Cette attaque programmée est la haine dont parlait Schopenhauer. C'est la réponse immunologique du corps collectif, tentant de neutraliser un agent étranger qu'il ne peut contrôler. On nous dit « sois toi-même », mais cette invitation comporte une petite clause cruciale. « Sois toi-même », à condition que « toi-même » s'insère dans les paramètres étroits et préapprouvés de ce que le système considère comme utile. L'individu qui commet l'erreur de prendre cette invitation au pied de la lettre, celui qui est pathologiquement authentique, expose la manipulation que tous les autres ont tacitement acceptée. Et c'est là le cœur de la haine. L'esprit véritablement indépendant est un miroir ambulant. Lorsque les masses manipulées se regardent dedans, elles ne voient pas un héros. Elles voient un reflet de leur propre concession. Elles voient les parties d'elles-mêmes qu'elles ont sacrifiées pour le confort, la sécurité, une maigre miette d'approbation sociale. Elles n'ont pas peur de l'individu immanipulable pour sa liberté. Elles le haïssent parce que sa seule existence leur rappelle qu'elles sont, en fait, des esclaves. C'est l'homme dans la cour d'une prison qui se lève simplement et traverse les murs illusoires, forçant tous les autres prisonniers à faire face au fait que leurs chaînes sont, et ont toujours été, un choix. Ce n'est pas un phénomène moderne, c'est la plus ancienne histoire. C'est le conflit fondateur de l'histoire humaine, l'objet immuable de la vérité individuelle contre la force imparable du contrôle collectif. Et les scénarios de cette guerre sont nombreux. Le premier et le plus public champ de bataille est le royaume de la philosophie et de l'État. Considérons le martyr fondateur de cette même idée, Socrate. À Athènes, une ville qui se targuait de sa démocratie et de sa libre pensée, Socrate fut condamné à mort. Ses crimes? Corrompre la jeunesse et impiéter. Mais que signifient réellement ces accusations? Impiété était l'accusation portée contre un homme qui refusait d'accepter aveuglément les dieux sanctionnés par l'État, les mécanismes de contrôle social et mental. Et corrompre la jeunesse était la dénonciation d'une élite terrifiée qui l'observait enseigner à ses étudiants comment penser, non quoi penser. Il leur enseignait à remettre en question, à disséquer des arguments, à trouver leur propre vérité. En essence, il fabriquait davantage d'individus immanipulables. L'Athènes de cette époque était dominée par les sophistes, les maîtres originaux de la psychologie obscure. Ils étaient des mercenaires intellectuels, des orateurs charismatiques qui enseignaient aux enfants riches d'Athènes non pas à trouver la vérité, mais à gagner des débats. Ils enseignaient l'art de la manipulation, de faire paraître l'argument le plus faible comme le plus fort. Et la société les aimait. Ils étaient récompensés, célébrés et payés généreusement, car ils étaient des outils utiles pour les puissants. Ils enseignaient la mécanique de la manipulation. Sócrates era la antítesis, era el anti-manipulador. Caminaba por la ágora proclamando una sola cosa, qu'il ne savait rien. Cette profonde humilité n'était pas une faiblesse, c'était un bouclier impénétrable. Comment manipuler un homme qui ne désire rien de ce que vous pouvez lui offrir? Il ne cherchait ni argent, ni pouvoir, ni statut social. Il ne pouvait être acheté, flatté ou menacé. Il suivait simplement son démon, sa voix intérieure de vérité, et exposait systématiquement l'ignorance des hommes les plus puissants de l'État. Il ne le faisait pas pour leur nuire, il le faisait pour trouver la vérité. Mais pour un système construit sur des égos fragiles et des fictions utiles, l'homme qui dissèque calmement vos croyances fondamentales n'est pas un philosophe. C'est une menace existentielle. Acronyme. Solzhenitsyn n'était pas un terroriste. C'était un capitaine d'artillerie décoré, un patriote. Mais il a commis un crime impardonnable. Il pensait par lui-même. Dans une lettre privée à un ami, il critiqua voilément Staline. C'était tout ce dont ils avaient besoin.
La machine de la paranoïa s'est mise en marche, parce que dans un système totalitaire, une pensée privée et authentique est un acte de trahison. Il a été condamné à 8 ans au goulag. Le goulag n'était pas simplement une prison. C'était une machine conçue pour un seul but: briser l'âme humaine. C'était un laboratoire pour détruire l'intégrité. Par la faim, le froid inhumain, le travail sans sens et la dégradation constante, le système tentait de réduire l'homme à une bête obéissante, un zèque dont la seule préoccupation était un morceau supplémentaire de pain. Mais avec Solzhenitsyn, la machine a échoué. Dans l'obscurité glacée d'Ekibastous, il a découvert une vérité qui l'a rendu invincible. Il s'est rendu compte que, bien que l'État puisse contrôler son corps, son âme était souveraine. Il pouvait lui enlever son nom, son uniforme, sa santé, mais il ne pouvait pas l'obliger à croire en leurs mensonges. Il écrivait en secret sur des morceaux de papier qu'il mémorisait et détruisait, composant l'œuvre qui dévoilerait toute la mascarade. Archipel du Goulag. Lorsque le système l'a finalement appris, la haine est devenue nucléaire. La KGB l'a poursuivi, a tenté de l'assassiner, l'a diffamé dans la presse d'État. Pourquoi cette terreur? Solzhenitsyn n'avait pas d'armée. Il n'avait pas de pouvoir politique. Pourquoi un empire s'étendant sur 11 fuseaux horaires craignait-il un seul homme malade? Il le détestait parce qu'il était immanipulable. Dans un État construit sur la peur, il avait cessé d'avoir peur. Dans une société qui exigeait la participation au mensonge, il vivait dans la vérité. Sa seule existence était une insulte morale qui faisait trembler les fondements du régime. C'était un miroir qui leur montrait que leur pouvoir absolu était, en réalité, pathétiquement fragile. Ils ne pouvaient pas le corrompre, ils ne pouvaient pas le faire taire, et ils ne pouvaient pas le briser. Ainsi, en 1974, ils firent la seule chose qu'ils pouvaient faire face à une erreur de système aussi profonde. Ils l'expulsèrent. Ils l'exilèrent, jetant le virus hors de leurs frontières dans l'espoir que l'infection ne se propageât pas. Cette haine viscérale du système envers l'individu authentique peut se voir dans sa forme la plus concentrée, presque chimiquement pure, dans une version en miniature de la société totalitaire. Le culte. Une secte est, en essence, une société d'un seul. C'est un système de contrôle à haute intensité construit non pas autour d'une idéologie ou d'un dieu abstrait, mais autour de la volonté d'un seul manipulateur charismatique. Le leader de la secte utilise un arsenal de psychologie obscure pour créer une réalité alternative. Il commence par le bombardement d'amour, une démonstration écrasante d'affection et d'appartenance qui satisfait le besoin humain le plus profond de connexion. C'est la phase de séduction de la manipulation. Une fois que l'individu est accroché, commence l'isolement. Les liens avec les amis et la famille sont coupés. L'accès à l'information extérieure est contrôlé. La seule source de vérité, de validation et d'amour devient le leader. La peur est introduite comme outil de contrôle. La peur d'être impur, la peur du monde extérieur corrompu et surtout la peur de la punition suprême. Être expulsé. Dans cet écosystème scellé, le membre le plus haï n'est pas l'étranger, le infidèle. L'infidèle est simplement ignorant, une âme perdue qui doit être sauvée. Non, l'objectif de la haine la plus profonde et venimeuse du culte est l'apostate, l'ancien membre qui est parti. L'apostate est l'équivalent de Solzhenitsyn pour le culte. C'est la seule menace existentielle véritable. Pourquoi? Parce que l'apostate est la preuve vivante que la manipulation a échoué. C'est le témoin qui a été derrière le rideau et sait que le grand et puissant Oz n'est qu'un petit homme effrayé. Sa simple existence est une fissure dans la réalité fabriquée. Chaque respiration qu'il prend en dehors du culte est une moquerie de l'affirmation du leader selon laquelle il n'y a pas de vie en dehors du groupe. La réaction du système est immédiate et brutale. L'apostate est étiqueté comme traître, mentalement instable, dangereux ou même démoniaque. Des campagnes de diffamation sont lancées pour détruire sa crédibilité. Il est harcelé. Il est soumis à la politique du jeu propre ou de la déconnexion,
où il est interdit aux membres restants de lui parler, le transformant en un non-mort social. Cette haine n'est pas émotionnelle, elle est stratégique. La secte doit détruire l'apostate, non pas parce qu'il leur a fait du mal, mais parce qu'il n'a pas pu être manipulé en permanence. C'est le miroir qui, si d'autres membres le regardent, leur montrerait la sortie. C'est l'erreur du système qui doit être éliminée à tout prix pour que la machine de manipulation puisse continuer à fonctionner. Du vaste goulag au complexe sectaire étouffant, le mécanisme est identique. Les systèmes de contrôle, qu'ils soient politiques, religieux ou personnels, n'ont pas peur de la violence. Ils craignent la vérité. Ils n'aiment pas le pécheur, qui peut être manipulé par la culpabilité. Ils détestent le saint, l'authentique, l'hérétique. L'individu qui, ayant vu la machinerie de la manipulation, refuse simplement d'être une pièce. Mais tous les systèmes de contrôle ne sont pas un goulag. Ni toute manipulation ne se défend avec des barbelés. La haine dont parle Schopenhauer ne hurle pas toujours. La plupart du temps, elle murmure. Elle murmure dans les couloirs des bureaux, lors des dîners en famille, et dans le silence algorithmique des réseaux sociaux. C'est la punition microscopique, la mort sociale quotidienne réservée à l'individu qui refuse de jouer le jeu. Le théâtre le plus courant de ce drame moderne est le lieu de travail, le bureau d'entreprise. Un système supposément basé sur la méritocratie, mais qui en réalité fonctionne avec les mêmes dynamiques de pouvoir et de conformité que toute tribu primitive. Le système corporatif moderne a créé sa propre idéologie, son propre langage de manipulation, la culture d'entreprise. Cette culture, les réunions de team building, les politiques de portes ouvertes, les happy hours forcés, la célébration de l'employé du mois, n'est pas conçue pour rendre les employés heureux. Elle est conçue pour les rendre prévisibles. C'est un ensemble de rituels destinés à démanteler l'individualité et à renforcer la loyauté envers le collectif. Et dans ce système, l'individu détesté n'est pas l'incompétent. L'incompétent est prévisible et facile à gérer. Non, l'individu détesté est le loup solitaire compétent. C'est l'employé qui produit des résultats brillants, mais qui est immunisé contre la manipulation de la culture. C'est la personne qui ne participe pas au commérage de la machine à café, qui ne rit pas des mauvaises blagues du patron, qui voit le team building comme une perte de temps et qui ne joue pas à la politique de bureau. Cet individu est une menace fondamentale pour la hiérarchie. Pourquoi? Parce que sa loyauté n'est pas envers le groupe. Elle est envers la vérité de son travail. Sa motivation est interne, non externe. Il ne peut pas être manipulé avec les outils habituels. La promesse vague d'une promotion, la peur de l'ostracisme social, la tape dans le dos du manager. Sa simple présence est une insulte à l'autorité fragile d'une direction qui repose sur la conformité. La réponse du système est un assassinat à caractère lent et méthodique. Comme ils ne peuvent pas attaquer la qualité de votre travail, ils attaquent votre personnalité. On vous étiquette. Ce n'est pas un joueur d'équipe. Il est arrogant. Il est difficile. Il ne correspond pas à la culture. Ces étiquettes sont les armes de la manipulation sociale, conçues pour vous isoler, pour avertir les autres de ne pas s'associer avec vous, pour construire un cas et justifier votre éventuel licenciement. Le système préfère un employé médiocre, mais manipulable, plutôt qu'un brillant mais authentique. La haine est le mécanisme de défense de la médiocrité collective. Mais si la haine au bureau est une stratégie froide de la hiérarchie, la haine dans le système de contrôle le plus ancien et viscéral de l'humanité, la famille, est une tempête de feu émotionnel. Ici, l'arme de manipulation n'est pas le salaire, c'est l'amour. Nous voyons l'individu nuancé being crucifié par la foule numérique. Il semble des histoires séparées. Héros et martyrs, victimes et étrangers. Une galerie d'individus qui ont échoué à s'intégrer. Mais c'est la dernière illusion. Car ce que ces histoires nous montrent n'est pas la tragédie de quelques individus exceptionnels. Elles nous montrent le mécanisme impitoyable et universel du système. La haine est la même. La peur est la même. L'architecture du contrôle est la même. Que le système s'appelle démocratie athénienne, la Sainte Église, l'État soviétique, la famille ou la culture d'entreprise, son objectif principal est identique.
l'éradication de l'authenticité, l'anéantissement de l'individu immanipulable. Le système ne déteste pas la méchanceté. La méchanceté est souvent prévisible et peut être utilisée. Le système déteste la vérité. Il déteste l'intégrité. Il déteste la souveraineté intérieure. Il déteste tout ce qu'il ne peut contrôler, acheter ou corrompre. Et voici la révélation la plus inconfortable de la citation de Schopenhauer. Nous sommes fascinés parce qu'en secret, nous désirons tous être cet individu. Nous applaudissons Socrate, admirons Solzhenitsyn. Nous nous voyons comme l'agneau noir, comme le loup solitaire. Mais la vérité, la plus sombre de toutes, c'est qu'en grande partie du temps, nous ne sommes pas l'individu. Nous sommes la société. Nous sommes ceux qui rient de la blague du patron. Nous sommes ceux qui participent au commérage contre le collègue difficile. Nous sommes ceux qui gardent le silence lors du dîner en famille quand on attaque l'agneau noir. Nous sommes ceux qui ressentent cette petite vague sale de schadenfreude lorsqu'une figure publique est annulée. Nous sommes ceux qui exigent la conformité parce que l'authenticité de l'autre nous rappelle la nôtre, celle que nous avons sacrifiée pour la sécurité, l'acceptation et le confort. La véritable question que pose Schopenhauer n'est pas de savoir si la société te a odié. La véritable question est « Combien de fois as-tu été celui qui est au nom de la société ? Quelle partie de toi-même as-tu tué, limé et silencié aujourd'hui, simplement pour éviter que la société ne t'aime pas ?